Août 2021, The Lox rencontre les Dipset dans le cadre du Versus. La bagarre se tient à New York, au Madison Square Garden. Un lieu mythique, il y a eu plein de concerts, plein d'événements, rap, hip-hop et autres. Donc, c'est un événement. Le public est déchaîné, il voit s'affronter deux collectifs qui ont pas mal de points en commun, des succès critiques et commerciaux. Mais ce soir-là, un prétendant au trône de New York s'est révélé. Il a clairement eu son momentum, son moment, c'était sa soirée, on l'attendait pas forcément, mais Jadakiss leur a dit quelle heure il était. Moi, c'est Arnold, et sur cette chaîne, je tente de répondre à quelques questions que peut-être tu ne te poses même pas. Pour ce versus, je ne misais pas grand-chose sur The Lox. Les Dipset ont un catalogue plus fourni, a eu une plus grande présence de manière générale, de plus grands succès en termes de chiffres, et dans leur rang, ils ont le petit génie Juelz Santana, et également, surtout, Killa Cam, Cam'ron, le vanneur en chef d'Harlem. Je dois être tout à fait honnête, pour moi, c'était plié d'avance pour The Lox. Dipset, ils ont plus de hits, plus de hype et surtout, ils ont beaucoup d'humour. Énormément d'humour. Aucun complexe, aucune peur du ridicule. Souvenez-vous de Cam'ron en fourrure rose. Ça pique un petit peu les yeux, mais lui, il assume. Donc en vrai, c'était du tout cuit. Sauf que lorsqu'ils se pointent sur scène, ils sont en RTT. Pas suffisamment de coordination, pas d'énergie qui soulève la foule. Cam'ron qui nous sort sa chaise longue, sa chaise pliante là, je sais pas quoi. Freaky Ziki qui saute de gauche à droite à gauche, on sait pas pourquoi. Alors faudrait m'expliquer de ces quatre, ce qui doivent à ce mec. À Freaky Ziki parce qu'il est partout. J'ai écouté ses projets, c'est pas ouf, j'adhère pas du tout. Pour moi, Freaky Ziki, c'est un mec du quartier qui les menace, qui les oblige à faire partie du groupe, à faire croquer tout simplement. J'ai pas d'autre explication. Bref, le Dipset, ils ont pas pris le truc au sérieux. Ils sont venus en dilettante, vraiment en repos, en détente, et en face, The Lox sont en pétard. À ce moment-là, en fait, les mecs avaient quelques kilomètres de tournée récente dans les pattes. L'alchimie avec le DJ est top, les passe-passe fonctionnent, et surtout, Jadakiss is on fire. Il est en feu. Ce jour-là, il a éteint les lumières. C'est le leader de The Lox, il a la carrière la plus aboutie du groupe, c'est clairement le plus connu, et ce soir-là, c'était lui le king de New York. Son charisme, son sens de la drôlerie, sa confiance, mêlée à une nonchalance, et d'ailleurs également big up à la réalisation qui a su immortaliser ses highlights, ses passages de grands moments. On a un zoom de qualité au moment où il entame son couplet sur New York. New York, the real New York. I'm outside. I don't live in Miami. I don't live in Colorado. Je vis pas à Miami, je vis pas au Colorado, viens me chercher dans mon checks. Le mec était en feu, drôle, coquille, arrogant, comme on aime en fait, très New York. Et pour moi, son coup de génie à Jadakiss, ça aurait été nous montrer qu'il n'est pas chauve. This is Kiss. I'm outside. Always be back. Il a quelques cheveux, alors je sais pas s'il y a eu un aller-retour en Turquie, mais il a une épaisseur sur le crâne. Je croyais qu'il faisait partie de l'équipe, mais non, pas du tout. Alors il n'y avait pas de vainqueur officiel à l'issue de cette battle, mais c'était clairement lui, le king de New York. The Lox ont gagné, Jadakiss est l'homme du match, et dans les vestiaires, il tape la pause façon Kobe. Allez voir les photos, donc très iconisées, iconiques, mais on sera d'accord pour dire que son nom revient très peu dans l'éternel débat du fameux king de New York, et pourtant, peut-être qu'il devrait revenir un petit peu plus, mais dans cette vidéo, je vais te donner les 5 raisons pour lesquelles, d'après moi, Jadakiss a loupé le coche dans la course au titre du roi de New York. Un what if de plus, un coup d'épée dans l'eau. Première raison pour moi, c'est son incapacité à créer un album classique. Alors Jadakiss, c'est un technicien hors pair, il a un flow reconnaissable entre mille, une voix rauque et menaçante qui s'adapte parfaitement à son style, street rap, et une capacité à enchaîner les punchlines et les jeux de mots avec une facilité terrible. Terrible. Il y a un tas d'artistes dans l'industrie qui ont salué son talent. Je pense à Notorious B.I.G., à Jay-Z. Son catalogue, il est plus que respectable, mais Kiss, il n'a jamais sorti d'album classique. Aucun projet n'a emporté New York ou le game de manière générale. Ou bien encore fait l'unanimité comme une masterclass intemporelle. On a de très bons morceaux sur ces albums, mais on est plus proche de compilations qui sont mal agencées en fait que de bons albums. Kiss That Game, Goodbye et Kiss of Death sont bons, mais inconstants. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. J'ai une grande préférence, Kiss That Game, Goodbye, mais il y a tellement de disparités en fait. Les enchaînements de sons sont bizarres. Les ambiances en fait sont assez particulières, et ça, je trouve que ça détonne. Mais d'après moi, si tu veux prétendre au trône, tu dois pouvoir produire un classique du début à la fin. Un no-skip. Il n'a pas d'album classique, mais il y a un titre qui a retenu l'attention de beaucoup, c'est son diss track adressé à 50 Cent. Checkmate. Je vous refais l'histoire rapidement. Le beef entre 50 Cent et Ja Rule a emmené Fat Joe et Jadakiss dans l'embrouille. Ils sont en feat sur le hit New York, donc 50 il décide de se les faire. Et Jada, il va lui tenir tête sans trop forcer avec Checkmate, et avec un autre titre également que j'ai oublié, mais Checkmate surtout, il est top, excellent, et allez traduire aussi, allez lire les lyrics, waouh, ça fait mal. Tellement mal que 50, il le reconnaîtra des années plus tard. Jadakiss, c'est un problème. C'est un vrai problème. Et d'ailleurs, il est parti à Yonkers dans son quartier voir Jadakiss pour squash le bif et éteindre le bif rapidement. 50, il est malin. Quand il voit que c'est chaud là, il commence à s'embourber dans des sables mouvants là.
bam, il prend la tangente, il squash le bif, vas-y, c'est pour de la fausse. La deuxième raison, c'est qu'il a un choix de production parfois assez inconstant. Alors c'est sûrement la critique la plus connue, c'est un lyriciste hors pair, hein, comme je l'ai dit, mais il n'a pas toujours eu le pif de nez creux en fait dans le choix de ses productions. Alors il a toujours eu des producteurs prestigieux, je pense à The Alchemist, à Evoque, Neptune, Sweet Beats, à Timbaland également, Scott Storch, bref, les plus grands, mais il y a très peu de cohérence sonore, et de cette façon, c'est très difficile d'en faire des classiques indémodables. Là où il aurait dû s'entourer d'une équipe de producteurs pour lui créer un son unique et reconnaissable, il a préféré aller picorer à droite, à gauche, un petit peu partout auprès de multiples producteurs. Donc on a de bons titres, mais pas de corps à tout ça en fait. C'est très disparate, c'est particulier, c'est bizarre, ça fait des fausses notes en fait, ça fait des... Ouais, des montagnes russes, hein, ça monte, ça descend, en termes de qualité, surtout d'appréciation. Ouais, Kiss Da Game Goodbye, il y a des très bons titres, très bons titres, et d'autres, je comprends pas du tout. Sur Kiss Da Game Goodbye, il nous fait un son bien musclé, bien bagarre, là, avec The Lox, sur None of Your Better, et juste après, coup sur coup, il enchaîne sur un I'm a Gangsta, que je trouve très fade. Très fade. La troisième raison, c'est que Jadakiss, il a toujours été un peu partagé entre la street et la célébrité. The Lox ont été signés chez Bad Boy, c'est Puffy qui va baptiser The Lox, il s'appelait The Warlocks auparavant, ça s'est pas super bien passé avec Puffy. Bad Boys à l'époque, c'est les Chicago Bulls, Puffy c'est un faiseur de tubes, un faiseur de rois et de reines, donc quand il leur dit de faire quelque chose, les mecs ils s'exécutent. Marketing oblige. Mais à un moment, ça le fait plus du tout. Faire les danseuses en survêtement à paillettes pour Biggie, ça a assez duré. Et quand le respect n'est plus au menu, n'est plus servi, tu dois te barrer, tu dois quitter la table. C'est ce qu'ils ont fait avec Perte et Fracas. Jadakiss, il parle d'un épisode de lancer de chaise à la tronche de Didi par Styles P. Suite à cela, ils trouvent refuge chez les Rough Riders, label dans lequel ils vont retrouver leur identité plus street, plus fidèle à leurs valeurs, à leur look et leur couleur musicale. Sauf que pour vendre un album, il faut des singles radio friendly. Ils vont en faire, Jadakiss. On se souvient du feat avec J-Lo sur Jenny from the Block, du feat avec Mariah Carey également. Donc Jadakiss, il a tenté de copiner avec les sonorités pop, sucrées, tout ça pour faire des succès commerciaux, je suppose. Mais je trouve qu'il y avait quelque chose de pas naturel, quelque chose de forcé. Et en voulant rester trop fidèle à la rue, il n'a jamais pleinement eu de succès commerciaux. Et en voulant parfois le toucher beaucoup trop, il a pu perdre en authenticité. Un grand écart qu'il n'a pas su faire en fait. Jadakiss, c'est pas Ja Rule. La quatrième raison, toujours d'après moi, c'est que c'est un as du featuring sans plus. Au fil des années, Jadakiss, il a acquis une réputation mythique pour sa capacité à voler la vedette sur les morceaux d'autres artistes. Jusqu'aujourd'hui, on l'appelle le feature assassin, ou l'artiste que personne ne veut voir sur son morceau. C'est une galère. Sa voix, son flow, ses punchlines sont si puissants qu'il est capable d'éclipser la star principale d'un morceau en un seul couplet. Des morceaux comme Last Day avec Biggie, Made You Look, le remix de Nas, New York de Ja Rule, ou le classique des Rough Riders, Ride or Die Beach, ce sont des titres sur lesquels Kiss a livré des couplets qui sont souvent cités comme des moments forts de ces titres. En fait, il est tellement excellent en tant qu'invité qu'il a bâti sa légende sur ses apparitions. Moi, je suppose que c'est un bête de compliment pour un rappeur, mais c'est aussi un défaut en fait pour sa propre carrière. Il devient une référence pour ses featuring comme un excellent rappeur, mais pas forcément un artiste capable de porter un album de bout en bout. Ses highlights, ils sont pas sur ses albums, mais sur les projets d'autres rappeurs comme Ja Rule, The Game ou DJ Khaled. Donc il a construit sa légende en tant qu'invité de luxe, ce qui paradoxalement a rendu ses propres albums beaucoup moins incontournables aux yeux du grand public. C'est devenu une attraction majeure sur les albums des autres, mais l'énergie et l'attention du public s'est divisé. Les fans attendaient un couplet sur un titre de DMX ou de Fat Joe avec autant, si ce n'est plus d'impatience que ses propres singles. Et je pense que ça a détourné une partie des projecteurs sur sa carrière solo. Ça a renforcé l'idée aussi que c'était un excellent rappeur technique, mais un artiste solo moins incontournable. Un excellent faire-valoir, un très bon second couteau, mais pas la première lame à laquelle on pense. La cinquième raison, c'est des thèmes qui tournent en rond. Jadakiss, c'est un king de la street, donc ces sujets, ils tournent essentiellement autour de la vie de gangster, de la crédibilité, de la loyauté, de la street life, c'est sa force principale. Mais au fil du temps, c'est devenu un défaut aux yeux de pas mal d'auditeurs. Ce qui lui est reproché, c'est de ne pas avoir suffisamment élargi son spectre lyrique, ses thèmes en fait, de rester confiné dans les mêmes thèmes, qui t'apparaissent très monotones, très redondants, ou de manquer d'évolution par rapport à d'autres rappeurs. Un rappeur comme Jay-Z a raconté son évolution de dealer à CEO, et il a fait des titres qui ont touché un public beaucoup plus large. Là où Jadakiss, même après être devenu riche et célèbre, il a continué à rapper comme s'il était encore dans la street. Pour certains auditeurs, ça a pu sembler monotone ou répétitif sur la durée. Pour moi, Kiss a fait exprès d'éviter d'explorer de nouveaux thèmes pour ne pas paraître inauthentique, pour ne pas trahir sa fanbase en fait. En fait, il a toujours privilégié l'intégrité de son image de rappeur street. Mais à vouloir respecter ce code à l'extrême, ça l'a empêché de se positionner comme un leader d'opinion. C'est devenu une légende du rap underground, mais il s'est exclu du game des artistes qui ont su faire évoluer leurs skills, leurs talents, ceux qui ont réussi à parler à la fois aux personnes dans la street et au cadre supérieur de Wall Street. Et le dernier point pour moi, c'est un manque de présence sur les plateformes numériques et dans les nouveaux médias. Historiquement, lui et The Lox ont toujours privilégié le respect de la rue et la crédibilité underground au détriment des succès commerciaux. À long terme, ça n'a pas été le meilleur positionnement. Des artistes comme Drake ou J. Cole, ils ont émergé dans les années 2010 environ, plus ou moins, avec de réelles stratégies digitales et numériques. Jadakiss, lui, il a une faible visibilité en ligne. Il n'a pas pris le virage
l'âge des réseaux sociaux. Pas de vlog, pas d'interaction avec les fans, donc forcément, on t'oublie peu à peu. Il a aussi une discographie qui est mal optimisée pour le streaming, son catalogue est excellent, voire vénéré par certains, mais il n'a pas toujours été bien mis en valeur, bien mis en avant sur les plateformes de streaming, chose qui est cruciale pour les revenus et pour l'exposition aux nouvelles générations. Il a changé plusieurs fois de label, Bad Boy Records, Rough Rider, Interscope, Def Jam également, et chaque changement de label, ça complique la tâche en fait, ça complique la gestion des droits. Il y a un transfert de catalogue qui doit être fait et ça peut entraîner des retards dans la mise en ligne, des morceaux manquants ou des albums qui disparaissent temporairement des plateformes. Par exemple, il est fréquent que les morceaux de mixtape ou de bande originale ne soient jamais mis en ligne sur les plateformes de streaming. Ça fait des trous en fait dans la discographie qui vont frustrer les auditeurs et qui vont empêcher en fait les nouveaux auditeurs de découvrir l'intégralité de son travail. Et son catalogue ne va pas générer autant d'écoutes et donc pas autant de revenus qu'il devrait compte tenu de son statut de légende. Il est invisible pour des millions d'auditeurs qui utilisent uniquement le streaming. Mais aujourd'hui, il a compris l'importance de la présence en ligne puisqu'il s'est lancé dans le podcast avec Fat Joe sur Joe and Jada. Ils reçoivent des artistes, écoutent leur album, ça raconte des histoires, ça envoie des vannes, c'est bonne ambiance. Il est dans la phase de sa carrière où il n'a plus rien à prouver clairement et je pense d'ailleurs qu'il cherche plus à être le roi de New York. Il a juste à faire vivre son catalogue, c'est tout. Moi, Jadakiss, je le vois un peu comme ce gamin très très chaud, excellent, qui a fait les mauvais choix en fait, les mauvais choix de carrière. Là comme ça, je pense à un Ben Arfa. Dites-moi si je suis à côté de mes pompes, mais je vois un Ben Arfa en Jadakiss. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que Jadakiss aurait pu être le roi de New York ou pas du tout? Dites-moi ce que vous en pensez ici et faites vos devoirs. Lâchez votre commentaire, lâchez votre pouce en l'air, boostez la chaîne et on se retrouve très très prochainement. Ciao tutti.